Section numéro 65 de Les enfants du capitaine Grant. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphane à Toulouse. Les enfants du capitaine Grant par Jules Verne. Partie 3, chapitre 17. Pourquoi le Duncan croisait sur la côte est de la Nouvelle-Zélande? Il faut renoncer à peindre les sentiments de Glenarvan et de ses amis quand résonnèrent à leurs oreilles les chants de la vieille Écosse. Au moment où ils mettaient le pied sur le pont du Duncan, le bagpiper, gonflant sa cornemuse, attaquait le pibroch national du clan de Malcolm, et de vigoureux hurrahs saluaient le retour du laird à son bord. Glenarvan, John Mangles, Paganel, Robert, le major lui-même, tous pleuraient et s'embrassaient. Ce fut d'abord de la joie, du délire. Le géographe était absolument fou. Il gambadait et mettait en joue avec son inséparable longue-vue les dernières pirogues qui regagnaient la côte. Mais à la vue de Glenarvan, de ses compagnons, les vêtements en lambeaux, les traits hâves et portant la marque de souffrances horribles, l'équipage du yacht interrompit ses démonstrations. C'étaient des spectres qui revenaient à bord, et non ces voyageurs hardis et brillants que 3 mois auparavant l'espoir entraînait sur la trace des naufragés. Le hasard seul les ramenait à ce navire qu'ils ne s'attendaient plus à revoir. Et dans quel triste état de consomption et de faiblesse! Mais avant de songer à la fatigue, aux impérieux besoins de la faim et de la soif, Glenarvan interrogea Tom Austin sur sa présence dans ces parages. Pourquoi le Duncan se trouvait-il sur la côte orientale de la Nouvelle-Zélande? Comment n'était-il pas entre les mains de Ben Joyce? Par quelle providentielle fatalité Dieu l'avait-il amené sur la route des fugitifs? Pourquoi, comment, à quel propos? Ainsi débutaient les questions simultanées qui venaient frapper Tom Austin à bout portant. Le vieux marin ne savait auquel entendre. Il prit donc le parti de n'écouter que Lord Glenarvan et de ne répondre qu'à lui. « Mais les convicts » demanda Glenarvan. « Qu'avez-vous fait des convicts » ? « Les convicts » répondit Tom Austin du ton d'un homme qui ne comprend rien à une question. « Oui, les misérables qui ont attaqué le yacht. »« Mais quel yacht » dit Tom Austin. « Le yacht de votre honneur ?»« Mais oui, Tom, le Duncan, et ce Ben Joyce qui est venu à bord. »« Je ne connais pas ce Ben Joyce, je ne l'ai jamais vu, » répondit Austin. « Jamais » s'écria Glenarvan, stupéfait des réponses du vieux marin. « Alors, me direz-vous, Tom, pourquoi le Duncan croise en ce moment sur les côtes de la Nouvelle-Zélande ?» Si Glenarvan, Lady Helena, Miss Grant, Paganel, le major, Robert, John Mangles, Olbinett, Mulrady, Wilson ne comprenaient rien aux étonnements du vieux marin, quelle fut leur stupéfaction quand Tom répondit d'une voix calme. « Mais le Duncan croise ici par ordre de votre honneur ?»« Par mes ordres » s'écria Glenarvan. « Oui, my lord. Je n'ai fait que me conformer à vos instructions contenues dans votre lettre du 14 janvier. »« Ma lettre ? Ma lettre ?» s'écria Glenarvan. En ce moment, les 10 voyageurs entouraient Tom Austin et le dévoraient du regard. La lettre datée de Snowy River était donc parvenue au Duncan? Voyons, reprit Glenarvan. Expliquons-nous, car je crois rêver. Vous avez reçu une lettre, Tom? Oui, une lettre de votre honneur. À Melbourne? À Melbourne, au moment où j'achevais de réparer mes avaries. Et cette lettre? Elle n'était pas écrite de votre main, mais signée de vous, my lord. C'est cela même. Ma lettre vous a été apportée par un convict nommé Ben Joyce. Ah non. Non, par un matelot appelé Ayrton, quartier-maître du Britannia. Oui, Ayrton, Ben Joyce, c'est le même individu. Eh bien, que disait cette lettre? Elle me donnait l'ordre de quitter Melbourne sans retard et de venir croiser sur les côtes orientales de l'Australie, s'écria Glenarvan avec une véhémence qui déconcerta le vieux marin. De l'Australie, répéta Tom en ouvrant les yeux. Mais non, de la Nouvelle-Zélande. De l'Australie, Tom, de l'Australie, répondirent d'une seule voix les compagnons de Glenarvan. En ce moment, Austin eut une sorte d'éblouissement. Glenarvan lui parlait avec une telle assurance qu'il craignit de s'être trompé en lisant cette lettre. Lui, le fidèle et exact marin, aurait-il commis une pareille erreur? Il rougit, il se troubla. « Remettez-vous, Tom, dit Lady Helena. La Providence a voulu... »« Mais non, madame, pardonnez-moi, reprit le vieux Tom. Non, non, ce n'est pas possible. Je ne me suis pas trompé. Ayrton a lu la lettre comme moi, et c'est lui qui voulait au contraire me ramener à la côte australienne. » Ayrton? S'écria Glenarvan. Lui-même. Il m'a soutenu que c'était une erreur, que vous me donniez rendez-vous à la baie Twofold. Avez-vous la lettre, Tom? Demanda le major, intrigué au plus haut point. Oui, monsieur McNabbs, répondit Austin. Je vais la chercher. Austin courut à sa cabine du gaillard d'avant. Pendant la minute que dura son absence, on se regardait, on se taisait, sauf le major, qui, l'œil fixé sur Paganel, dit en se croisant les bras. Par exemple, il faut avouer, Paganel, que ce serait un peu fort.
Hein fit le géographe, qui, le dos courbé et les lunettes sur le front, ressemblait à un gigantesque point d'interrogation. Austin revint. Il tenait à la main la lettre écrite par Paganel et signée par Glenarvan. « Que votre honneur lise, » dit le vieux marin. Glenarvan prit la lettre et lut. « Ordre à Tom Austin de prendre la mer sans retard et de conduire le Duncan par 37 degrés de latitude à la côte orientale de la Nouvelle-Zélande. »« La Nouvelle-Zélande » s'écria Paganel, bondissant. Et il saisit la lettre des mains de Glenarvan, se frotta les yeux, ajusta ses lunettes sur son nez et lut à son tour. « La Nouvelle-Zélande » dit-il avec un accent impossible à rendre, tandis que la lettre s'échappait de ses doigts. En ce moment, il sentit une main s'appuyer sur son épaule. Il se redressa et se vit face à face avec le major. « Allons, mon brave Paganel, dit Mac Nabbs d'un air grave. Il est encore heureux que vous n'ayez pas envoyé le Duncan au Cochinchine. » Cette plaisanterie acheva le pauvre géographe. Un rire universel, homérique, gagna tout l'équipage du yacht. Paganel, comme fou, allait et venait, prenant sa tête à deux mains, s'arrachant les cheveux. Ce qu'il faisait, il ne le savait plus, et ce qu'il voulait faire, pas davantage. Et descendit par l'échelle de la dunette, machinalement. Il arpenta le pont, titubant, allant devant lui sans but, et remonta sur le gaillard d'avant. Là, ses pieds s'embarrassèrent dans un paquet de câbles. Il trébucha, ses mains au hasard se raccrochèrent à une corde. Tout à coup, une épouvantable détonation éclata. Le canon du gaillard d'avant partit, criblant les flots tranquilles d'une volée de mitraille. Le malencontreux Paganel s'était rattrapé à la corde de la pièce encore chargée, et le chien venait de s'abattre sur l'amorce fulminante. De là, ce coup de tonnerre. Le géographe fut renversé sur l'échelle du gaillard et disparut par le capot jusque dans le poste de l'équipage. À la surprise produite par la détonation, succéda un cri d'épouvante. On crut à un malheur. 10 matelots se précipitèrent dans l'entrepont et remontèrent Paganel plié en deux. Le géographe ne parlait plus. On transporta ce long corps sur la dunette. Les compagnons du brave Français étaient désespérés. Le major, toujours médecin dans les grandes occasions, se préparait à enlever les habits du malheureux Paganel afin de panser ses blessures. Mais à peine avait-il porté la main sur le moribond que celui-ci se redressa, comme s'il eût été mis en contact avec une bobine électrique. « Jamais, jamais !» s'écria-t-il, et ramenant sur son maigre corps les lambeaux de ses vêtements, il se boutonna avec une vivacité singulière. « Mais Paganel, dit le major, non, vous dis-je, il faut visiter, vous ne visiterez pas. »« Vous avez peut-être cassé, reprit Mac Nabbs. »« Oui, répondit Paganel, qui se remit d'aplomb sur ses longues jambes. Mais ce que j'ai cassé, le charpentier le racontera. »« Quoi donc ?»« Les pontis du poste qui s'est brisé dans ma chute. » À cette réplique, les éclats de rire recommencèrent de plus belle. Cette réponse avait rassuré tous les amis du digne Paganel, qui était sorti sain et sauf de ses aventures avec le canon du gaillard d'avant. En tout cas, pensa le major, voilà un géographe étrangement pudibond. Cependant, Paganel, revenu de ses grandes émotions, eut encore à répondre à une question qu'il ne pouvait éviter. « Maintenant, Paganel, lui dit Glenarvan, répondez franchement. Je reconnais que votre distraction a été providentielle. À coup sûr, sans vous, le Duncan serait tombé entre les mains des convicts. Sans vous, nous aurions été repris par les Maoris. Mais pour l'amour de Dieu, dites-moi par quelle étrange association d'idées, par quelle surnaturelle aberration d'esprit, vous avez été conduit à écrire le nom de la Nouvelle-Zélande pour le nom de l'Australie. » « Eh, parbleu !» s'écria Paganel, mais au même instant ses yeux se portèrent sur Robert, sur Mary Grant, et il s'arrêta court. Puis il répondit. « Que voulez-vous, mon cher Glenarvan, je suis un insensé, un fou, un être incorrigible, et je mourrai dans la peau du plus fameux distrait. »« À moins qu'on ne vous écorche !» ajouta le major. « M'écorcher !» s'écria le géographe d'un air furibond. « Est-ce une allusion ?»« Quelle allusion, Paganel ?» demanda Mac Nabbs de sa voix tranquille. L'incident n'eut pas de suite. Le mystère de la présence du Duncan était éclairci. Les voyageurs si miraculeusement sauvés ne songèrent plus qu'à regagner leur confortable cabine du bord et à déjeuner. Cependant, laissant Lady Helena et Mary Grant, le major, Paganel et Robert entrer dans la dunette, Glenarvan et John Mangles retinrent Tom Austin près d'eux. Ils voulaient encore l'interroger. « Maintenant, mon vieux Tom, dit Glenarvan, répondez-moi. Est-ce que cet ordre d'aller croiser sur les côtes de la Nouvelle-Zélande ne vous a pas paru singulier ?»« Si, votre honneur, répondit Austin. J'étais très surpris. Mais je n'ai pas l'habitude de discuter les ordres que je reçois et j'obéis. Pouvais-je agir autrement? Si pour n'avoir pas suivi vos instructions à la lettre, une catastrophe fût arrivée, n'aurais-je pas été coupable? Auriez-vous fait autrement, capitaine? Non, Tom, répondit John Mangles. Mais qu'avez-vous pensé? Demanda Glenarvan. J'ai pensé, votre honneur, que dans l'intérêt d'Harry Grant, il fallait aller là où vous me disiez d'aller. J'ai pensé que par suite de combinaisons nouvelles, un navire devait vous transporter à la Nouvelle-Zélande et que je devais vous attendre sur la côte est de l'île. D'ailleurs, en quittant Melbourne, j'ai gardé le secret de ma destination, et l'équipage ne l'a connu qu'au moment où nous étions en pleine mer, lorsque les terres de l'Australie avaient déjà disparu à nos yeux. Mais alors un incident qui m'a rendu très perplexe s'est passé à bord. Que voulez-vous dire, Tom demanda Glenarvan.
Je veux dire, répondit Tom Austin, que lorsque le quartier-maître Ayrton apprit, le lendemain de l'appareillage, la destination du Duncan... Ayrton, s'écria Glenarvan. Il est donc à bord? Oui, votre honneur. Ayrton ici, répéta Glenarvan, regardant John Mangles. Dieu l'a voulu, répondit le jeune capitaine. En un instant, avec la rapidité de l'éclair, la conduite d'Ayrton, sa trahison longuement préparée, la blessure de Glenarvan, l'assassinat de Mulrady, les misères de l'expédition arrêtée dans les marais de la Snowy, tout le passé du misérable apparut devant les yeux de ces deux hommes. Et maintenant, par le plus étrange concours de circonstances, le convict était en leur pouvoir. « Où est-il » demanda vivement Glenarvan. « Dans une cabine du gaillard d'avant, » répondit Tom Austin, « et gardé à vue. Pourquoi cet emprisonnement ? Parce que quand Ayrton a vu que le yacht faisait voile pour la Nouvelle-Zélande, il est entré en fureur, parce qu'il a voulu m'obliger à changer la direction du navire, parce qu'il m'a menacé, parce qu'enfin il a excité mes hommes à la révolte. J'ai compris que c'était un particulier dangereux, et j'ai dû prendre des mesures de précaution contre lui. Et depuis ce temps, il est resté dans sa cabine, sans chercher à en sortir. Bien, Tom. En ce moment, Glenarvan et John Mangles furent mandés dans la dunette. Le déjeuner, dont ils avaient un si pressant besoin, était préparé. Ils prirent place à la table du carré et ne parlèrent point d'Ayrton. Mais le repas achevé, quand les convives refaits et restaurés furent réunis sur le pont, Glenarvan leur apprit la présence du quartier-maître à son bord. En même temps, il annonça son intention de le faire comparaître devant eux. « Puis-je me dispenser d'assister à cet interrogatoire » demanda Lady Helena. « Je vous avoue, mon cher Édouard, que la vue de ce malheureux me serait extrêmement pénible. »« C'est une confrontation, Helena, » répondit Glenarvan. « Restez, je vous en prie. Il faut que Ben Joyce se voie face à face avec toutes ses victimes. » Lady Helena se rendit à cette observation. Mary Grant et elle prirent place auprès de Lord Glenarvan. Autour de lui se rangèrent le major Paganel, John Mangles, Robert Wilson, Mulrady, Olbinett, tous compromis si gravement par la trahison du convict. L'équipage du yacht, sans comprendre encore la gravité de cette scène, gardait un profond silence. « Faites venir Ayrton, » dit Glenarvan. Fin du chapitre 17, enregistré par Stéphane à Toulouse. Section 66. Les enfants du capitaine Grant. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les enfants du capitaine Grant de Jules Verne. Chapitre 18. Ayrton ou Ben Joyce. Ayrton parut. Il traversa le pont d'un pas assuré et gravit l'escalier de la dunette. Ses yeux étaient sombres, ses dents serrées, ses poings fermés convulsivement. Sa personne ne décelait ni forfanterie ni humilité. Lorsqu'il fut en présence de lord Glenarvan, il se croisa les bras, muet et calme, attendant d'être interrogé. « Ayrton, » dit Glenarvan, « nous voilà donc, vous et nous, sur ce Duncan que vous vouliez livrer au convict de Ben Joyce. » À ces paroles, les lèvres du quartier-maître tremblèrent légèrement. Une rapide rougeur colora ses traits impassibles. Non la rougeur du remords, mais la honte de l'insuccès. Sur ce yacht qu'il prétendait commander en maître, il était prisonnier, et son sort allait s'y décider en peu d'instants. Cependant, il ne répondit pas. Glenarvan attendit patiemment, mais Ayrton s'obstinait à garder un absolu silence. « Parlez, Ayrton, qu'avez-vous à dire ?» reprit Glenarvan. Ayrton hésita. Les plis de son front se creusèrent profondément, puis, d'une voix calme, « Je n'ai rien à dire, my lord, » répliqua-t-il. « J'ai fait la sottise de me laisser prendre. Agissez comme il vous plaira. » Sa réponse faite, le quartier-maître porta ses regards vers la côte qui se déroulait à l'ouest, et il affecta une profonde indifférence pour tout ce qui se passait autour de lui. À le voir, on l'eût cru étranger à cette grave affaire, mais Glenarvan avait résolu de rester patient. Un puissant intérêt le poussait à connaître certains détails de la mystérieuse existence d'Ayrton, surtout en ce qui touchait Harry Grant et le Britannia. Il reprit donc son interrogatoire, parlant avec une douceur extrême
et imposant le calme le plus complet aux violentes irritations de son cœur. « Je pense, Ayrton, reprit-il, que vous ne refuserez pas de répondre à certaines demandes que je désire vous faire. Et d'abord, dois-je vous appeler Ayrton ou Ben Joyce? Êtes-vous, oui ou non, le quartier-maître du Britannia? » Ayrton resta impassible, observant la côte, sourd à toute question. Glenarvan, dont l'œil s'animait, continua d'interroger le quartier-maître. « Voulez-vous m'apprendre comment vous avez quitté le Britannia? Pourquoi vous étiez en Australie? » Même silence, même impassibilité. « Écoutez-moi bien, Ayrton, reprit Glenarvan. Vous avez intérêt à parler. Il peut vous être tenu compte d'une franchise qui est votre dernière ressource. Pour la dernière fois, voulez-vous répondre à mes questions? » Ayrton tourna la tête vers Glenarvan et le regarda dans les yeux. « My lord, dit-il, je n'ai pas à répondre. C'est à la justice et non à moi de prouver contre moi-même. »« Les preuves seront faciles, » répondit Glenarvan. « Faciles, my lord ?» reprit Ayrton d'un ton railleur. « Votre honneur me paraît s'avancer beaucoup. Moi, j'affirme que le meilleur juge de Temple Bar serait embarrassé de ma personne. Qui dira pourquoi je suis venu en Australie, puisque le capitaine Grant n'est plus là pour l'apprendre? Qui prouvera que je suis ce Ben Joyce signalé par la police, puisque la police ne m'a jamais tenu entre ses mains et que mes compagnons sont en liberté? Qui relèvera à mon détriment, sauf vous, non pas un crime, mais une action blâmable? Qui peut affirmer que j'ai voulu m'emparer de ce navire et le livrer aux convicts? Personne, entendez-moi, personne. Vous avez des soupçons? Bien, mais il faut des certitudes pour condamner un homme, et les certitudes vous manquent. Jusqu'à preuve du contraire, je suis Ayrton, quartier-maître du Britannia. Ayrton s'était animé en parlant, et il revint bientôt à son indifférence première. Il s'imaginait sans doute que sa déclaration terminerait l'interrogatoire, mais Glenarvan reprit la parole et dit « Ayrton, je ne suis pas un juge chargé d'instruire contre vous. Ce n'est point mon affaire. Il importe que nos situations respectives soient nettement définies. Je ne vous demande rien qui puisse vous compromettre. Cela regarde la justice, mais vous savez quelle recherche je poursuis, et d'un mot vous pouvez me remettre sur les traces que j'ai perdues. Voulez-vous parler? » Ayrton remua la tête en homme décidé à se taire. « Voulez-vous me dire où est le capitaine Grant? » demanda Glenarvan. « Non, my lord, » répondit Ayrton. « Voulez-vous m'indiquer où s'est échoué le Britannia? » « Pas davantage. »« Ayrton, » répondit Glenarvan d'un ton presque suppliant, « voulez-vous au moins, si vous savez où est Harry Grant, l'apprendre à ces pauvres enfants qui n'attendent qu'un mot de votre bouche? » Ayrton hésita. Ses traits se contractèrent, mais d'une voix basse. « Je ne puis, my lord, » murmura-t-il. Et il ajouta avec violence, comme s'il se fût reproché un instant de faiblesse. « Non, je ne parlerai pas. Faites-moi pendre si vous voulez. »« Pendre » s'écria Glenarvan, dominé par un brusque mouvement de colère. Puis, se maîtrisant, il répondit d'une voix grave. « Ayrton, il n'y a ici ni juge ni bourreau. À la première relâche, vous serez remis entre les mains des autorités anglaises. »« C'est ce que je demande, » répliqua le quartier-maître. Puis il retourna d'un pas tranquille à la cabine qui lui servait de prison, et 2 matelots furent placés à sa porte, avec ordre de surveiller ses moindres mouvements. Les témoins de cette scène se retirèrent indignés et désespérés. Puisque Glenarvan venait d'échouer contre l'obstination d'Ayrton, que lui restait-il à faire? Évidemment poursuivre le projet formé à Éden de retourner en Europe, quitte à reprendre plus tard cette entreprise frappée d'un succès, car alors les traces du Britannia semblaient être irrévocablement perdues. Le document ne se prêtait à aucune interprétation nouvelle. Tout autre pays manquait même sur la route du 37e parallèle,
et le Duncan n'avait plus qu'à revenir. Glenarvan, après avoir consulté ses amis, traita plus spécialement avec John Mangles la question du retour. John inspecta ses soutes. L'approvisionnement de charbon devait durer 15 jours au plus, donc nécessité de refaire du combustible à la plus prochaine relâche. John proposa à Glenarvan de mettre le cap sur la baie de Talcahuano, où le Duncan s'était déjà ravitaillé avant d'entreprendre son voyage de circumnavigation. C'était un trajet direct et précisément sur le 37e degré. Puis le yacht, largement approvisionné, irait au sud doubler le Cap Horn et regagnerait l'Écosse par les routes de l'Atlantique. Ce plan fut adopté. Ordre fut donné à l'ingénieur de forcer sa pression. Une demi-heure après, le cap était mis sur Talcahuano par une mer digne de son nom de Pacifique, et à 6 heures du soir, les dernières montagnes de la Nouvelle-Zélande disparaissaient dans les chaudes brumes de l'horizon. C'était donc le voyage du retour qui commençait. Triste traversée pour ces courageux chercheurs qui revenaient au port sans ramener Harry Grant. Aussi l'équipage si joyeux au départ, si confiant au début, maintenant vaincu et découragé, reprenait-il le chemin de l'Europe. De ces braves matelots, pas un ne se sentait ému à la pensée de revoir son pays, et tous, longtemps encore, ils auraient affronté les périls de la mer pour retrouver le capitaine Grant. Aussi, à ces hurrahs qui acclamèrent Glenarvan à son retour, succéda bientôt le découragement. Plus de ces communications incessantes entre les passagers, plus de ces entretiens qui égayaient autrefois la route, chacun se tenait à l'écart, dans la solitude de sa cabine, et rarement l'un ou l'autre apparaissait sur le pont du Duncan. L'homme en qui s'exagéraient ordinairement les sentiments du bord, pénible ou joyeux, Paganel, lui qui au besoin eût inventé l'espérance, Paganel demeurait morne et silencieux. On le voyait à peine. Sa loquacité naturelle, sa vivacité française s'étaient changées en mutisme et en abattement. Il semblait même plus complètement découragé que ses compagnons. Si Glenarvan parlait de recommencer ses recherches, Paganel secouait la tête en homme qui n'espère plus rien, et dont la conviction paraissait faite sur le sort des naufragés du Britannia. On sentait qu'il les croyait irrévocablement perdus. Cependant, il y avait à bord un homme qui pouvait dire le dernier mot de cette catastrophe, et dont le silence se prolongeait. C'était Ayrton. Nul doute que ce misérable ne connût, sinon la vérité sur la situation actuelle du capitaine, du moins le lieu du naufrage. Mais évidemment, Grant, retrouvé, serait un témoin à charge contre lui. Aussi se taisait-il obstinément. De là une violente colère, chez les matelots surtout, qui voulaient lui faire un mauvais parti. Plusieurs fois, Glenarvan renouvela ses tentatives près du quartier-maître. Promesses et menaces furent inutiles. L'entêtement d'Ayrton était poussé si loin, et si peu explicable en somme, que le major en venait à croire qu'il ne savait rien. Opinion partagée d'ailleurs par le géographe, et qui corroborait ses idées particulières sur le compte d'Harry Grant. Mais si Ayrton ne savait rien, pourquoi n'avouait-il pas son ignorance? Elle ne pouvait tourner contre lui. Son silence accroissait la difficulté de former un plan nouveau. De la rencontre du quartier-maître en Australie, devait-on déduire la présence d'Harry Grant sur ce continent? Il fallait décider à tout prix Ayrton à s'expliquer sur ce sujet. Lady Helena, voyant l'insuccès de son mari, lui demanda la permission de lutter à son tour contre l'obstination du quartier-maître. Où un homme avait échoué, peut-être une femme réussirait-elle par sa douce influence. N'est-ce pas l'éternelle histoire de cet ouragan de la fable qui ne peut arracher le manteau aux épaules du voyageur, tandis que le moindre rayon de soleil le lui enlève aussitôt? Glenarvan, connaissant l'intelligence de sa jeune femme, lui laissa toute liberté d'agir. Ce jour-là, 5 mars, Ayrton fut amené dans l'appartement de Lady Helena. Mary Grant dut assister à l'entrevue, car l'influence de la jeune fille pouvait être grande.
et Lady Helena ne voulait négliger aucune chance de succès. Pendant 1 heure, les 2 femmes restèrent enfermées avec le quartier-maître du Britannia, mais rien ne transpira de leur entretien. Ce qu'elles dirent, les arguments qu'elles employèrent pour arracher le secret du convict, tous les détails de cet interrogatoire demeurèrent inconnus. D'ailleurs, quand elles quittèrent Ayrton, elles ne paraissaient pas avoir réussi, et leur figure annonçait un véritable découragement. Aussi, lorsque le quartier-maître fut reconduit à sa cabine, les matelots l'accueillirent à son passage par de violentes menaces. Lui se contenta de hausser les épaules, ce qui accrut la fureur de l'équipage, et pour la contenir, il ne fallut rien moins que l'intervention de John Mangles et de Glenarvan. Mais Lady Helena ne se tint pas pour battue. Elle voulut lutter jusqu'au bout contre cette âme sans pitié, et le lendemain, elle alla elle-même à la cabine d'Ayrton, afin d'éviter les scènes que provoquait son passage sur le pont du yacht. Pendant 2 longues heures, la bonne et douce écossaise resta seule, face à face avec le chef des convicts. Glenarvan, en proie à une nerveuse agitation, rôdait auprès de la cabine, tantôt décidé à épuiser jusqu'au bout les chances de réussite, tantôt à arracher sa femme à ce pénible entretien. Mais cette fois, lorsque Lady Helena reparut, ses traits respiraient la confiance. Avait-elle donc arraché ce secret et remué dans le cœur de ce misérable les dernières fibres de la pitié? Mac Nabbs, qui l'aperçut tout d'abord, ne put retenir un mouvement bien naturel d'incrédulité. Pourtant le bruit se répandit aussitôt parmi l'équipage que le quartier-maître avait enfin cédé aux instances de Lady Helena. Ce fut comme une commotion électrique. Tous les matelots se rassemblèrent sur le pont, et plus rapidement que si le sifflet de Tom Austin les eût appelés à la manœuvre. Cependant Glenarvan s'était précipité au-devant de sa femme. « Il a parlé » demanda-t-il. « Non, » répondit Lady Helena. « Mais, cédant à mes prières, Ayrton désire vous voir. »« Ah, chère Helena, vous avez réussi. Je l'espère, Edward. Avez-vous fait quelque promesse que je doive ratifier? » « Une seule, mon ami, c'est que vous emploierez tout votre crédit à adoucir le sort réservé à ce malheureux. »« Bien, ma chère Helena. Qu'Ayrton vienne à l'instant. » Lady Helena se retira dans sa chambre, accompagnée de Mary Grant. Partie 3, chapitre 19 de Les enfants du capitaine Grant. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Chapitre 19. Une transaction. Dès que le quartier-maître se trouva en présence du lord, ses gardiens se retirèrent. « Vous avez désiré me parler, Ayrton, » dit Glenarvan. « Oui, my lord, » répondit le quartier-maître. « À moi seul ?»« Oui, mais je pense que si le major Mac Nabbs et M. Paganel assistaient à l'entretien, cela vaudrait mieux. »« Pour qui ?»« Pour moi. » Ayrton parlait avec calme. Glenarvan le regarda fixement, puis il fit prévenir Mac Nabbs et Paganel, qui se rendirent aussitôt à son invitation. « Nous vous écoutons, » dit Glenarvan, dès que ses 2 amis eurent pris place à la table du carré. Ayrton se recueillit pendant quelques instants et dit « My lord, c'est l'habitude que des témoins figurent à tout contrat ou transaction intervenu entre 2 parties. Voilà pourquoi j'ai réclamé la présence de messieurs Paganel et Mac Nabbs. Car c'est, à proprement parler, une affaire que je viens vous proposer. » Glenarvan, habitué aux manières d'Ayrton, ne sourcilla pas, bien qu'une affaire entre cet homme et lui semblât chose étrange. « Quelle est cette affaire » dit-il. « La voici, » répondit Ayrton. « Vous désirez savoir de moi certains détails qui peuvent vous être utiles. Je désire obtenir de vous certains avantages qui me seront précieux. Donnant-donnant, my lord, cela vous convient-il ou non ? Quels sont ces détails ?
demanda Paganel. Non, reprit Glenarvan. Quels sont ses avantages? Ayrton, d'une inclination de tête, montra qu'il comprenait la nuance observée par Glenarvan. Voici, dit-il, les avantages que je réclame. Vous avez toujours, my lord, l'intention de me remettre entre les mains des autorités anglaises? Oui, Ayrton, et ce n'est que justice. Je ne dis pas non, répondit tranquillement le quartier-maître. Ainsi, vous ne consentiriez point à me rendre la liberté. Glenarvan hésita avant de répondre à une question si nettement posée. De ce qu'il allait dire dépendait peut-être le sort d'Harry Grant. Cependant, le sentiment du devoir envers la justice l'emporta et il dit « Non, Ayrton, je ne puis vous rendre la liberté. »« Je ne la demande pas, » répondit fièrement le quartier-maître. « Alors que voulez-vous ?»« Une situation moyenne, my lord, entre la potence qui m'atteint et la liberté que vous ne pouvez pas m'accorder. Et c'est de m'abandonner dans une des îles désertes du Pacifique, avec les objets de première nécessité. Je me tirerai d'affaire comme je pourrai, et je me repentirai si j'ai le temps. » Glenarvan, peu préparé à cette ouverture, regarda ses deux amis qui restaient silencieux. Après avoir réfléchi quelques instants, il répondit. « Ayrton, si je vous accorde votre demande, vous m'apprendrez tout ce que j'ai intérêt à savoir? »« Oui, my lord, c'est-à-dire tout ce que je sais sur le capitaine Grant et sur le Britannia. La vérité entière, entière. Mais qui me répondra? Oh, je vois ce qui vous inquiète, my lord. Il faudra vous en rapporter à moi, à la parole d'un malfaiteur. C'est vrai. Mais que voulez-vous, la situation est ainsi faite. C'est à prendre ou à laisser. Je me fierai à vous, Ayrton, dit simplement Glenarvan. Et vous aurez raison, my lord. D'ailleurs, si je vous trompe, vous aurez toujours le moyen de vous venger. Lequel? En venant me reprendre dans l'île que je n'aurais pas pu fuir. Ayrton avait réponse à tout. Il allait au-devant des difficultés. Il fournissait contre lui des arguments sans réplique. On le voit, il affectait de traiter son affaire avec une indiscutable bonne foi. Il était impossible de s'abandonner avec une plus parfaite confiance. Et cependant, il trouva le moyen d'aller encore plus loin dans cette voie du désintéressement. « My lord et messieurs, ajouta-t-il, je veux que vous soyez convaincus de ce fait, c'est que je joue carte sur table. Je ne cherche point à vous tromper, et vais vous donner une nouvelle preuve de ma sincérité dans cette affaire. J'agis franchement, parce que moi-même je compte sur votre loyauté. Parlez, Ayrton, répondit Glenarvan. My lord, je n'ai point encore votre parole d'accéder à ma proposition. Et cependant, je n'hésite pas à vous dire que je sais peu de choses sur le comte d'Harry Grant. Peu de choses? S'écria Glenarvan. Oui, my lord. Les détails que je suis en mesure de vous communiquer sont relatifs à moi. Ils me sont personnels et ne contribueront guère à vous remettre sur les traces que vous avez perdues. Un vif désappointement se peignit sur les traits de Glenarvan et du major. Il croyait le quartier-maître possesseur d'un important secret, et celui-ci avouait que ces révélations seraient à peu près stériles. Quant à Paganel, il demeurait impassible. Quoi qu'il en soit, cet aveu d'Ayrton, qui se livrait, pour ainsi dire, sans garantie, toucha singulièrement ses auditeurs, surtout lorsque le quartier-maître ajouta pour conclure. « Ainsi vous êtes prévenu, my lord, l'affaire sera moins avantageuse pour vous que pour moi. »« Il n'importe, répondit Glenarvan. J'accepte votre proposition, Ayrton. Vous avez ma parole d'être débarqué dans une des îles de l'océan Pacifique. »« Bien, my lord, répondit le quartier-maître. Cet homme étrange fut-il heureux de cette décision? On aurait pu en douter, car sa physionomie impassible ne révéla aucune émotion. Il semblait qu'il traitât pour un autre que pour lui. « Je suis prêt à répondre, dit-il. »« Nous n'avons pas de questions à vous faire, dit Glenarvan. Apprenez-nous ce que vous savez, Ayrton, en commençant par déclarer qui vous êtes. »« Messieurs, répondit Ayrton, je suis réellement Tom Ayrton, le quartier-maître du Britannia. J'ai quitté Glasgow sur le navire d'Harry Grant, le 12 mars 1861. Pendant 14 mois, nous avons couru ensemble les mers du Pacifique, cherchant quelque position avantageuse pour y fonder une colonie écossaise. Harry Grant était un homme à faire de grandes choses, mais souvent de graves discussions s'élevaient entre nous. Son caractère ne m'allait pas. Je ne sais pas plier. Or, avec Harry Grant, quand sa résolution est prise, toute résistance est impossible, my lord. Cet homme-là est de fer, pour lui comme pour les autres. Néanmoins, j'osais me révolter. J'essayai d'entraîner l'équipage dans ma révolte et de m'emparer du navire. Que j'ai eu tort ou non, peu importe.
Quoi qu'il en soit, Harry Grant n'hésita pas, et le 8 avril 1862, il me débarqua sur la côte ouest de l'Australie. « De l'Australie » dit le major, interrompant le récit d'Ayrton, « et par conséquent, vous avez quitté le Britannia avant sa relâche au Callao, d'où sont datées ces dernières nouvelles. » « Oui, répondit le quartier-maître, car le Britannia n'a jamais relâché au Callao pendant que j'étais à bord. Et si je vous ai parlé du Callao à la ferme de Paddy O'More, c'est que votre récit venait de m'apprendre ce détail. »« Continuez, Ayrton, dit Glenarvan. »« Je me trouvais donc abandonné, sur une côte à peu près déserte, mais à 20 milles seulement des établissements pénitentiaires de Perth, la capitale de l'Australie occidentale. En errant sur les rivages, je rencontrai une bande de convicts qui venaient de s'échapper. Je me joignis à eux. Vous me dispenserez, my lord, de vous raconter ma vie pendant 2 ans et demi. Sachez seulement que je devins le chef des évadés, sous le nom de Ben Joyce. Au mois de septembre 1864, je me présentai à la ferme irlandaise. J'y fus admis comme domestique sous mon vrai nom d'Ayrton. J'attendais là que l'occasion se présentât de m'emparer d'un navire. C'était mon suprême but. 2 mois plus tard, le Duncan arriva. Pendant votre visite à la ferme, vous avez raconté, my lord, toute l'histoire du capitaine Grant. J'appris alors ce que j'ignorais, la relâche du Britannia au Callao, ces dernières nouvelles, datées de juin 1862, 2 mois après mon débarquement, l'affaire du document, la perte du navire sur un point du 37e parallèle, et enfin, les raisons sérieuses que vous aviez de chercher Harry Grant à travers le continent australien. Je n'hésitai pas. Je résolus de m'approprier le Duncan, un merveilleux navire qui eût distancé les meilleurs marcheurs de la marine britannique. Mais il avait des avaries graves à réparer. Je le laissai donc partir pour Melbourne, et je me donnai à vous, en ma vraie qualité de quartier-maître, offrant de vous guider vers le théâtre d'un naufrage, placé fictivement par moi, vers la côte est de l'Australie. Ce fut ainsi que, tantôt suivi à distance, et tantôt précédé de ma bande de convicts, je dirigeai votre expédition à travers la province de Victoria. Mes gens commirent à Camden Bridge un crime inutile, puisque le Duncan, une fois rendu à la côte, ne pouvait m'échapper, et qu'avec ce yacht, j'étais le maître de l'océan. Je vous conduisis ainsi et sans défiance jusqu'à la Snowy River. Les chevaux et les bœufs tombèrent peu à peu empoisonnés par le gastrolobium. J'embourbai le chariot dans les marais de la Snowy. Sur mes instances, mais vous savez le reste, my lord, et vous pouvez être certain que sans la distraction de M. Paganel, je commanderai maintenant à bord du Duncan. Telle est mon histoire, messieurs. Mes révélations ne peuvent malheureusement pas vous remettre sur les traces d'Harry Grant, et vous voyez qu'en traitant avec moi, vous avez fait une mauvaise affaire. Le quartier-maître se tut, croisa ses bras suivant son habitude et attendit. Glenarvan et ses amis gardaient le silence. Ils sentaient que la vérité tout entière venait d'être dite par cet étrange malfaiteur. La prise du Duncan n'avait manqué que par une cause indépendante de sa volonté. Ses complices étaient venus au rivage de Twofold Bay, comme le prouvait cette vareuse de convicts, trouvée par Glenarvan. Là, enfin, las de l'attendre, ils s'étaient sans doute remis à leur métier de pillards et d'incendiaires, dans les campagnes de la Nouvelle-Galles du Sud. Le major reprit le premier l'interrogatoire, afin de préciser les dates relatives au Britannia. Ainsi, demanda-t-il au quartier-maître, c'est bien le 8 avril 1862 que vous avez été débarqué sur la côte ouest de l'Australie. Exactement, répondit Ayrton. Et savez-vous alors quels étaient les projets d'Harry Grant? D'une manière vague. Parlez toujours, Ayrton, dit Glenarvan. Le moindre indice peut nous mettre sur la voie. Ce que je puis vous dire, le voici, my lord, répondit le quartier-maître. Le capitaine Grant avait l'intention de visiter la Nouvelle-Zélande. Or, cette partie de son programme n'a point été exécutée pendant mon séjour à bord. Il ne serait donc pas impossible que le Britannia, en quittant le Callao, ne fût venu prendre connaissance des terres de la Nouvelle-Zélande. Cela concorderait avec la date du 27 juin 1862, assignée par le document au naufrage du 3 mâts. Évidemment, dit Paganel, mais, reprit Glenarvan, rien dans ces restes de mots conservés sur le document ne peut s'appliquer à la Nouvelle-Zélande. À cela, je ne puis rien répondre, dit le quartier-maître. Bien, Ayrton, dit Glenarvan. Vous avez tenu votre parole, je tiendrai la mienne.
Nous allons décider dans quelle île de l'océan Pacifique vous serez abandonné. »« Oh, peu m'importe, my lord, » répondit Ayrton. « Retournez à votre cabine, dit Glenarvan, et attendez notre décision. » Le quartier-maître se retira sous la garde de 2 matelots. « Ce scélérat aurait pu être un homme, » dit le major. « Oui, répondit Glenarvan. « C'est une nature forte et intelligente. Pourquoi faut-il que ses facultés se soient tournées vers le mal ? Mais Harry Grant ? Je crains bien qu'il ne soit jamais perdu. Pauvres enfants, qui pourrait leur dire où est leur père ? »« Moi, répondit Paganel. Oui, moi. » On a dû le remarquer, le géographe, si loquace, si impatient d'ordinaire, avait à peine parlé pendant l'interrogatoire d'Ayrton. Il écoutait sans desserrer les dents. Mais ce dernier mot qu'il prononça en valait bien d'autres, et il fit tout d'abord bondir Glenarvan. « Vous » s'écria-t-il. « Vous, Paganel, vous savez où est le capitaine Grant ?»« Oui, autant qu'on peut le savoir, » répondit le géographe. « Et par qui le savez-vous ?»« Par cet éternel document. »« Ah !» fit le major, du ton de la plus parfaite incrédulité. « Écoutez d'abord, Mac Nabbs, » dit Paganel. « Vous hausserez les épaules après. Je n'ai pas parlé plus tôt parce que vous ne m'auriez pas cru. Puis c'était inutile. Mais si je me décide aujourd'hui, c'est que l'opinion d'Ayrton est précisément venue appuyer la mienne. »« Ainsi, la Nouvelle-Zélande » demanda Glenarvan. « Écoutez et jugez, » répondit Paganel. « Ce n'est pas sans raison, ou plutôt ce n'est pas sans une raison, que j'ai commis l'erreur qui nous a sauvés. Au moment où j'écrivais cette lettre sous la dictée de Glenarvan, le mot Zélande me travaillait le cerveau. Voici pourquoi. Vous vous rappelez que nous étions dans le chariot. Mac Nabbs venait d'apprendre à Lady Helena l'histoire des convicts. Il lui avait remis le numéro de l'Australian and New Zealand Gazette, qui relatait la catastrophe de Camden Bridge. Or, au moment où j'écrivais, le journal gisait à terre, et plié de telle façon que 2 syllabes de son titre apparaissaient seulement. Ces 2 syllabes étaient « Haaland ». Quelle illumination se fit dans mon esprit! Haaland était précisément un mot du document anglais, un mot que nous avions traduit jusqu'alors par « à terre », et qui devait être la terminaison du nom propre Zélande. « Hein » fit Glenarvan. « Oui » reprit Paganel avec une conviction profonde. « Cette interprétation m'avait échappé. Et savez-vous pourquoi ? Parce que mes recherches s'exerçaient naturellement sur le document français, plus complet que les autres, et où manque ce mot important. »« Oh, oh » dit le major, « c'est trop d'imagination, Paganel, et vous oubliez un peu facilement vos déductions précédentes. »« Allez, major, je suis prêt à vous répondre. »« Alors, reprit Mac Nabbs, que devient votre mot « Austra » ?»« Ce qu'il était d'abord. Il désigne seulement les contrées australes. »« Bien. Et cette syllabe indi, qui a été une première fois le radical d'indien et une seconde fois le radical d'indigène. Eh bien, la troisième et dernière fois, répondit Paganel, elle sera la première syllabe du mot indigence. »« Et content » s'écria Mac Nabbs. « Signifie-t-il encore continent ?»« Non, puisque la Nouvelle-Zélande n'est qu'une île. »« Alors ?» demanda Glenarvan. « Mon cher lord, répondit Paganel, je vais vous traduire le document suivant ma troisième interprétation, et vous jugerez. Je ne vous fais que 2 observations. 1. Oubliez autant que possible les interprétations précédentes, et dégagez votre esprit de toute préoccupation antérieure. 2. Certains passages vous paraîtront forcés, et il est possible que je les traduise mal. Mais ils n'ont aucune importance. Entre autres, le mot agonie, qui me choque, mais que je ne puis expliquer autrement. D'ailleurs, c'est le document français qui sert de base à mon interprétation. Et n'oubliez pas qu'il a été écrit par un Anglais, auquel les idiotismes de la langue française pouvaient ne pas être familiers. Ceci posé, je commence. Et Paganel, articulant chaque syllabe avec lenteur, récita les phrases suivantes. Le 27 juin 1862, le 3 mois Britannia de Glasgow a sombré, après une longue agonie, dans les mers australes et sur la côte de la Nouvelle-Zélande,
en anglais Zealand. 2 matelots et le capitaine Grant ont pu y aborder. Là, continuellement en proie à une cruelle indigence, ils ont jeté ce document par de longitude et 37,11 de latitude. Venez à leur secours ou ils sont perdus. Paganel s'arrêta. Son interprétation était admissible. Mais, précisément parce qu'elle paraissait aussi vraisemblable que les précédentes, elle pouvait être aussi fausse. Glenarvan et le major ne cherchèrent donc pas à la discuter. Cependant, puisque les traces du Britannia ne s'étaient rencontrées ni sur les côtes de la Patagonie, ni sur les côtes de l'Australie, au point où ces 2 contrées sont coupées par le 37e parallèle, les chances étaient en faveur de la Nouvelle-Zélande. Cette remarque, faite par Paganel, frappa surtout ses amis. « Maintenant, Paganel, dit Glenarvan, me direz-vous pourquoi, depuis 2 mois environ, vous avez tenu cette interprétation secrète ? » « Parce que je ne voulais pas vous donner de vaines espérances. D'ailleurs, nous allions à Auckland, précisément au point indiqué par la latitude du document. Mais depuis lors, quand nous avons été entraînés hors de cette route, pourquoi n'avoir pas parlé ? C'est que, si juste que soit cette interprétation, elle ne peut contribuer au salut du capitaine. » « Pour quelle raison, Paganel ? » « Parce que l'hypothèse étant admise que le capitaine Grant s'est échoué à la Nouvelle-Zélande, du moment que 2 ans sont passés, sans qu'il ait reparu, c'est qu'il a été victime du naufrage ou des Zélandais. Ainsi, votre opinion est, demanda Glenarvan, que l'on pourrait peut-être retrouver quelques vestiges du naufrage, mais que les naufragés du Britannia sont irrévocablement perdus. « Silence sur tout ceci, mes amis, dit Glenarvan, et laissez-moi choisir le moment où Section 68. Les enfants du capitaine Grant. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les enfants du capitaine Grant de Jules Verne. Chapitre 20. Un cri dans la nuit. L'équipage sut bientôt que la mystérieuse situation du capitaine Grant n'avait pas été éclaircie par les révélations d'Ayrton. Le découragement fut profond à bord, car on avait compté sur le quartier-maître, et le quartier-maître ne savait rien qui pût mettre le Duncan sur les traces du Britannia. La route du yacht fut donc maintenue. Restait à choisir l'île dans laquelle Ayrton devrait être abandonné. Paganel et John Mangles consultèrent les cartes du bord. Précisément sur ce 37e parallèle figurait un îlot isolé connu sous le nom de Maria Theresa, rocher perdu en plein océan Pacifique, relégué à 3500 milles de la côte américaine et à 1500 milles de la Nouvelle-Zélande. Au nord, les terres les plus rapprochées formaient l'archipel des Pomotu, sous le protectorat français. Au sud, rien jusqu'à la banquise éternellement glacée du pôle austral. Nul navire ne venait prendre connaissance de cette île solitaire. Aucun écho du monde n'arrivait jusqu'à elle. Seuls, les oiseaux des tempêtes s'y reposaient pendant leur longue traversée, et beaucoup de cartes ne signalaient même pas ce roc battu par les flots du Pacifique. Si jamais l'isolement absolu devait se rencontrer sur la terre, c'était dans cette île jetée en dehors des routes humaines. On fit connaître sa situation à Ayrton. Ayrton accepta d'y vivre loin de ses semblables, et le cap fut mis sur Maria Theresa. En ce moment, une ligne rigoureusement droite eut passé par l'axe du Duncan, l'île et la baie de Talcahuano. 2 jours plus tard, à 2 heures, la vigie signala une terre à l'horizon. C'était Maria Theresa, basse, allongée, à peine émergée des flots, qui apparaissait comme un énorme cétacé. 30 milles la séparaient encore du yacht, dont l'étrave tranchait les lames avec une rapidité de 16 nœuds à l'heure. Peu à peu, le profil de l'îlot s'accusa sur l'horizon. Le soleil, s'abaissant vers l'ouest, découpait en pleine lumière sa capricieuse silhouette. Quelques sommets peu élevés se détachaient çà et là, piqués par les rayons de l'astre du jour.
À 5 heures, John Mangles crut distinguer une fumée légère qui montait vers le ciel. « Est-ce un volcan ?» demanda-t-il à Paganel, qui, la longue vue aux yeux, observait cette terre nouvelle. « Je ne sais que penser, » répondit le géographe. « Maria Theresa est un point peu connu. Cependant, il ne faudrait pas s'étonner si son origine était due à quelque soulèvement sous-marin et, par conséquent, volcanique. »« Mais alors, dit Glenarvan, si une éruption l'a produite, ne peut-on craindre qu'une éruption ne l'emporte ?» C'est peu probable, répondit Paganel. On connaît son existence depuis plusieurs siècles, ce qui est une garantie. Lorsque l'île Julia émergea de la Méditerranée, elle ne demeura pas longtemps hors des flots et disparut quelques mois après sa naissance. « Bien, dit Glenarvan. Penses-tu, John, que nous puissions atterrir avant la nuit ? » Non, votre honneur, je ne dois pas risquer le Duncan au milieu des ténèbres, sur une côte qu'il ne m'est pas connue. Je me tiendrai sous faible pression, en courant de petits bords, et demain, au point du jour, nous enverrons une embarcation à terre. À 8 heures du soir, Maria Theresa, quoiqu'à 5 milles au vent, n'apparaissait plus que comme une ombre allongée, à peine visible. Le Duncan s'en approchait toujours. À 9 heures, une lueur assez vive, un feu brilla dans l'obscurité. Il était immobile et continu. « Voilà qui confirmerait le volcan, » dit Paganel en observant avec attention. « Cependant, » répondit John Mangles, « à cette distance, nous devrions entendre les fracas qui accompagnent toujours une éruption, et le vent d'est n'apporte aucun bruit à notre oreille. » « En effet, » dit Paganel, « ce volcan brille mais ne parle pas. On dirait de plus qu'il a des intermittences comme un phare à éclat. » « Vous avez raison, » reprit John Mangles, « et pourtant nous ne sommes pas sur une côte éclairée. »« Ah » s'écria-t-il, « un autre feu, sur la plage cette fois. Voyez, il s'agite, il change de place. » John ne se trompait pas. Un nouveau feu avait apparu, qui semblait s'éteindre parfois et se ranimer tout d'un coup. « L'île est donc habitée ?» dit Glenarvan. « Par des sauvages, évidemment, » répondit Paganel. « Mais alors nous ne pouvons y abandonner le quartier-maître ?» « Non, » répondit le major, « ce serait faire un trop mauvais cadeau, même à des sauvages. »« Nous chercherons quelque autre île déserte, » dit Glenarvan, qui ne put s'empêcher de sourire de la délicatesse de Mac Nabbs. « J'ai promis la vie sauve à Ayrton, et je veux tenir ma promesse. »« En tout cas, défions-nous, » ajouta Paganel. « Les Zélandais ont la barbare coutume de tromper les navires avec des feux mouvants, comme autrefois les habitants de Cornouailles. Or, les indigènes de Maria Theresa peuvent connaître ce procédé. « Laisse arriver d'un quart, » cria John au matelot du gouvernail. « Demain, au soleil levant, nous saurons à quoi nous en tenir. » À 11 heures, les passagers et John Mangles regagnèrent leur cabine. À l'avant, la portée de quart se promenait sur le pont du yacht. À l'arrière, l'homme de barre était seul à son poste. En ce moment, Mary Grant et Robert montèrent sur la dunette. Les 2 enfants du capitaine, accoudés sur la lisse, regardaient tristement la mer phosphorescente et le sillage lumineux du Duncan. Mary songeait à l'avenir de Robert. Robert songeait à l'avenir de sa sœur. Tous 2 pensaient à leur père. Existait-il encore, ce père adoré? Fallait-il donc renoncer? Mais non, sans lui, que serait la vie? Sans lui, que deviendrait-il? Que serait-il devenu déjà sans Lord Glenarvan, sans Lady Helena? Le jeune garçon, mûri par l'infortune, devinait les pensées qui agitaient sa sœur. Il prit la main de Mary dans la sienne. « Mary, lui dit-il, il ne faut jamais désespérer. Rappelle-toi les leçons que nous donnait notre père. Le courage remplace tout ici-bas, disait-il. Ayons-le donc, ce courage obstiné, qui le faisait supérieur à tout. Jusqu'ici tu as travaillé pour moi, ma sœur, je veux travailler pour toi à mon tour. »« Chère Robert, » répondait la jeune fille. « Il faut que je t'apprenne une chose, » reprit Robert. « Tu ne te fâcheras pas, Mary. »« Pourquoi me fâcherais-je, mon enfant ? » ?»« Et tu me laisseras faire ? » ?»« Que veux-tu dire ? » demanda Mary, inquiète. « Ma sœur, je serai marin. »« Tu me quitteras ? » s'écria la jeune fille en serrant la main de son frère. « Oui, sœur,
Je serai marin comme mon père, marin comme le capitaine John. Mary, ma chère Mary. Le capitaine John n'a pas perdu tout espoir, lui. Tu auras comme moi confiance dans son dévouement. Il fera de moi, il me l'a promis, un grand marin, et jusque-là nous chercherons notre père ensemble. Dis que tu le veux, sœur. Ce que notre père eût fait pour nous, notre devoir, le mien du moins, est de le faire pour lui. Ma vie a un but auquel elle est due tout entière. Cherchez toujours celui qui ne nous eût jamais abandonnés l'un ou l'autre. Chère Mary, qu'il était bon, notre père. Et si noble, si généreux, reprit Mary. Sais-tu, Robert, qu'il était déjà une des gloires de notre pays et qu'il aurait compté parmi ces grands hommes si le sort ne l'eût arrêté dans sa marche? Si je le sais, dit Robert. Mary Grant serra Robert sur son cœur. Le jeune enfant sentit que des larmes coulaient sur son front. « Mary, Mary, s'écria-t-il, ils ont beau dire nos amis, ils ont beau se taire, j'espère encore et j'espérerai toujours. Un homme comme mon père ne meurt pas avant d'avoir accompli sa tâche. » Mary Grant ne put répondre, les sanglots l'étouffaient. 1000 sentiments se heurtaient dans son âme à cette pensée que de nouvelles tentatives seraient faites pour retrouver Harry Grant, et que le dévouement du jeune capitaine était sans bornes. « Monsieur John espère encore ?» demanda-t-elle. « Oui, répondit Robert, c'est un frère qui ne nous abandonnera jamais. Je serai marin, n'est-ce pas, sœur, marin pour chercher mon père avec lui. Tu veux bien? »« Si je le veux, répondit Mary. »« Mais nous séparer, murmura la jeune fille. »« Tu ne seras pas seule, Mary, je sais cela. Mon ami John me l'a dit. Madame Helena ne te permettra pas de la quitter. Tu es une femme, toi, tu dois accepter ses bienfaits. Les refuser serait de l'ingratitude. Mais un homme, mon père me l'a dit 100 fois, un homme doit se faire son sort à lui-même. Mais que deviendra notre chère maison de Dundee, si pleine de souvenirs? Nous la conserverons, petite sœur. Tout cela est arrangé et bien arrangé par notre ami John et aussi par Lord Glenarvan. Il te gardera au château de Malcolm comme sa fille. Le lord l'a dit à mon ami John, et mon ami John me l'a répété. Tu seras là chez toi, trouvant à qui parler de notre père, en attendant que John et moi, nous te le ramenions un jour. Ah, quel beau jour ce sera, s'écria Robert, dont le front rayonnait d'enthousiasme. Mon frère, mon enfant, répondit Mary, qu'il serait heureux notre père s'il pouvait t'entendre, comme tu lui ressembles, cher Robert, à ce père bien-aimé. Quand tu seras un homme, tu seras lui tout entier. « Dieu t'entende, Mary, » dit Robert, rougissant d'un saint et filial orgueil. « Mais comment nous acquitter envers Lord et Lady Glenarvan » reprit Mary Grant. « Oh, ce ne sera pas difficile, » s'écria Robert avec sa confiance juvénile. « On les aime, on les vénère, on le leur dit, on les embrasse bien, et un jour, à la première occasion, on se fait tuer pour eux. » « Vis pour eux, au contraire, » s'écria la jeune fille en couvrant de baisers le front de son frère. « Ils aimeront mieux cela, et moi aussi. » Puis, se laissant aller à d'indéfinissables rêveries, les deux enfants du capitaine se regardèrent dans la vague obscurité de la nuit. Cependant, par la pensée, ils causaient, ils s'interrogeaient, ils se répondaient encore. La mer calme se berçait en longues ondulations, et l'hélice agitait dans l'ombre un remous lumineux. Alors se produisit un incident étrange et véritablement surnaturel. Le frère et la sœur, par une de ces communications magnétiques qui lient mystérieusement les âmes entre elles, subirent à la fois et au même instant une même hallucination. Du milieu de ces flots, alternativement sombres et brillants, Mary et Robert crurent entendre s'élever jusqu'à eux une voix dont le son profond et lamentable fit tressaillir toutes les fibres de leur cœur. « À moi !» criait cette voix. « Mary, » dit Robert, « as-tu entendu ? Tu as entendu ?» Et se dressant subitement au-dessus de la lisse, tous deux, penchés, interrogèrent les profondeurs de la nuit. Mais ils ne virent rien, que l'ombre qui s'étendait sans fin devant eux. « Robert, » dit Mary, pâle d'émotion, « j'ai cru... » « Oui, j'ai cru comme toi. Nous avons la fièvre tous les deux, mon Robert. » Mais un nouvel appel arriva jusqu'à eux, et cette fois l'illusion fut telle que le même cri sortit à la fois de leurs deux cœurs.
Mon père, mon père !» C'en était trop pour Mary Grant. Brisée par l'émotion, elle tomba évanouie dans les bras de Robert. « Au secours !» cria Robert. « Ma sœur, mon père, au secours !» L'homme de bar s'élança pour relever la jeune fille. Les matelots de quart accoururent, puis John Mangles, Lady Helena, Glenarvan, subitement réveillés. « Ma sœur se meurt et notre père est là !» s'écriait Robert en montrant les flots. On ne comprenait rien à ces paroles. « Si, répétait-il, mon père est là, j'ai entendu la voix de mon père, Mary l'a entendu comme moi. » Et en ce moment, Mary Grant, revenue à elle, égarée, folle, s'écriait aussi « Mon père est là !» La malheureuse jeune fille, se relevant et se penchant au-dessus de la lisse, voulait se précipiter à la mer. « My lord, madame Helena, répétait-elle en joignant les mains, je vous dis que mon père est là. Je vous affirme que j'ai entendu sa voix sortir des flots comme une lamentation, comme un dernier adieu. » Alors, des spasmes, des convulsions reprirent la pauvre enfant. Elle se débattit, il fallut la transporter dans sa cabine, et Lady Helena la suivit pour lui donner ses soins, tandis que Robert répétait toujours « Mon père est là, j'en suis sûr, my lord !» Les témoins de cette scène douloureuse finirent par comprendre que les deux enfants du capitaine avaient été le jouet d'une hallucination. Mais comment détromper leurs sens si violemment abusés? Glenarvan l'essaya cependant. Il prit Robert par la main et lui dit « Tu as entendu la voix de ton père, mon cher enfant ?»« Oui, my lord, là, au milieu des flots. Il criait « À moi, à moi !» Et tu as reconnu cette voix ? » Si j'ai reconnu sa voix, my lord, oh oui, je vous le jure, ma sœur l'a entendue, elle l'a reconnue comme moi. Comment voulez-vous que nous nous soyons trompés tous les deux? My lord, allons au secours de mon père. Un canot, un canot! Glenarvan vit bien qu'il ne pouvait détromper le pauvre enfant. Néanmoins, il fit une dernière tentative et appela l'homme de bar. « Hawkins, lui demanda-t-il, vous étiez au gouvernail au moment où Miss Mary a été si singulièrement frappée ?»« Oui, votre honneur, répondit Hawkins. « Et vous n'avez rien vu, rien entendu ?»« Rien. »« Tu le vois, Robert. »« Si c'eût été le père d'Hawkins, répondit le jeune enfant avec une indomptable énergie, Hawkins ne dirait pas qu'il n'a rien entendu. C'était mon père, my lord, mon père, mon père. » La voix de Robert s'éteignit dans un sanglot. Pâle et muet à son tour, il perdit connaissance. Glenarvan fit porter Robert dans son lit, et l'enfant, brisé par l'émotion, tomba dans un profond assoupissement. « Pauvres orphelins, dit John Mangles, Dieu les éprouve d'une terrible façon. »« Oui, répondit Glenarvan, l'excès de la douleur aura produit chez tous les deux, et au même moment, une hallucination pareille. »« Chez tous les deux ?» murmura Paganel. « C'est étrange, la science pure ne l'admettrait pas. » Puis, se penchant à son tour sur la mer et prêtant l'oreille, Paganel, après avoir fait signe à chacun de se taire, écouta. Le silence était profond partout. Paganel héla d'une voix forte. Rien ne lui répondit. « C'est étrange, » répétait le géographe en regagnant sa cabine. Une intime sympathie de pensée et de douleur ne suffit pas à expliquer un phénomène. Le lendemain, 8 mars, à 5 heures du matin, dès l'aube, les passagers, Robert et Mary parmi eux, car il avait été impossible de les retenir, étaient réunis sur le pont du Duncan. Chacun voulait examiner cette terre à peine entrevue la veille. Les lunettes se promenèrent avidement sur les points principaux de l'île. Le yacht en prolongeait les rivages à la distance d'1 mille. Le regard pouvait saisir leurs moindres détails. Un cri poussé par Robert s'éleva soudain. L'enfant prétendait voir 2 hommes qui couraient et gesticulaient, pendant qu'un troisième agitait un pavillon. « Le pavillon d'Angleterre !» s'écria John Mangles qui avait saisi sa lunette. « C'est vrai !» s'écria Paganel en se retournant vivement vers Robert. « My lord !» dit Robert tremblant d'émotion. « My lord, si vous ne voulez pas que je gagne l'île à la nage, vous ferez mettre à la mer une embarcation. Ah, my lord, je vous demande à genoux d'être le premier à prendre terre. » Personne n'osait parler à bord. Quoi? Sur cette îlot traversée par ce 37e parallèle, 3 hommes, des naufragés, des Anglais, et chacun, revenant sur les événements de la veille, pensait à cette voix entendue dans la nuit par Robert et Mary.
Les enfants ne s'étaient abusés peut-être que sur un point. Une voix avait pu venir jusqu'à eux, mais cette voix pouvait-elle être celle de leur père? Non, 1000 fois non, hélas. Et chacun, pensant à l'horrible déception qui les attendait, tremblait que cette nouvelle épreuve ne dépassât leurs forces. Mais comment les arrêter? Lord Glenarvan n'en eut pas le courage. « Au canot !» s'écria-t-il. En 1 minute, l'embarcation fut mise à la mer. Les 2 enfants du capitaine, Glenarvan, John Mangles, Paganel, s'y précipitèrent, et elle déborda rapidement sous l'impulsion de 6 matelots qui nageaient avec rage. À 10 toises du rivage, Mary poussa un cri déchirant. « Mon père !» Un homme se tenait sur la côte, entre 2 autres hommes. Sa taille grande et forte, sa physionomie à la fois douce et hardie, offrait un mélange expressif des traits de Mary et de Robert Grant. C'était bien l'homme qu'avaient si souvent dépeint les 2 enfants. Leur cœur ne les avait pas trompés. C'était leur père, c'était le capitaine Grant, le capitaine en... Section 69 de Les enfants du capitaine Grant. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les enfants du capitaine Grant, par Jules Verne. Partie 3, chapitre 21. L'île Tabor. On ne meurt pas de joie, car le père et les enfants revinrent à la vie avant même qu'on les eût recueillis sur le yacht. Comment peindre cette scène? Les mots n'y suffiraient pas. Tout l'équipage pleurait en voyant ces 3 êtres confondus dans une muette étreinte. Harry Grant, arrivé sur le pont, fléchit le genou. Le pieux Écossais voulut, en touchant ce qui était pour lui le sol de la patrie, remercier avant tous Dieu de sa délivrance. Puis, se tournant vers lady Helena, vers lord Glenarvan et ses compagnons, il leur rendit grâce d'une voix brisée par l'émotion. En quelques mots, ses enfants, dans la courte traversée de l'îlot au yacht, venaient de lui apprendre toute l'histoire du Duncan. Quelle immense dette il avait contractée envers cette noble femme et ses compagnons. Depuis lord Glenarvan jusqu'au dernier des matelots, tous n'avaient-ils pas lutté et souffert pour lui? Harry Grant exprima les sentiments de gratitude qui inondaient son cœur avec tant de simplicité et de noblesse. Son mâle visage était illuminé d'une émotion si pure et si douce que tout l'équipage se sentit récompensé et au-delà des épreuves subies. L'impassible major lui-même avait l'œil humide d'une larme qu'il n'était pas en son pouvoir de retenir. Quant au digne Paganel, il pleurait comme un enfant qui ne pense pas à cacher ses larmes. Harry Grant ne se lassait pas de regarder sa fille. Il la trouvait belle, charmante. Il le lui disait et redisait tout haut, prenant lady Helena à témoin, comme pour certifier que son amour paternel ne l'abusait pas. Puis, se tournant vers son fils, « Comme il a grandi! C'est un homme !» s'écria-t-il avec ravissement. Et il prodiguait à ces 2 êtres si chers les 1000 baisers amassés dans son cœur pendant 2 ans d'absence. Robert lui présenta successivement tous ses amis, et trouva le moyen de varier ses formules, quoiqu'il eût à dire de chacun la même chose. C'est que, l'un comme l'autre, tout le monde avait été parfait pour les 2 orphelins. Quand arriva le tour de John Mangles d'être présenté, le capitaine rougit comme une jeune fille, et sa voix tremblait en répondant au père de Marie. Lady Helena fit alors au capitaine Grant le récit du voyage, et elle le rendit fier de son fils, fier de sa fille. Harry Grant apprit les exploits du jeune héros, et comment cet enfant avait déjà payé à lord Glenarvan une partie de la dette paternelle. Puis, à son tour, John Mangles parla de Marie en des termes tels que Harry Grant, instruit par quelques mots de lady Helena, mit la main de sa fille dans la vaillante main du jeune capitaine et, se tournant vers lord et lady Glenarvan, « Milord et vous, madame, dit-il, bénissons nos enfants. » Lorsque tout fut dit et redit 1000 fois, Glenarvan instruisit Harry Grant de ce qui concernait Ayrton. Grant confirma les aveux du quartier-maître au sujet de son débarquement sur la côte australienne. « C'est un homme intelligent, audacieux, » ajouta-t-il,
et que les passions ont jeté dans le mal. Puisse la réflexion et le repentir le ramener à des sentiments meilleurs. Mais avant qu'Ayrton fût transféré à l'île Tabor, Harry Grant voulut faire à ses nouveaux amis les honneurs de son rocher. Il les invita à visiter sa maison de bois et à s'asseoir à la table du Robinson océanien. Glenarvan et ses hôtes acceptèrent de grand cœur. Robert et Mary Grant brûlaient du désir de voir ces lieux solitaires où le capitaine les avait tant pleurés. Une embarcation fut armée, et le père, les deux enfants, Lord et Lady Glenarvan, le major, John Mangles et Paganel, débarquèrent bientôt sur les rivages de l'île. Quelques heures suffirent à parcourir le domaine d'Harry Grant. C'était, à vrai dire, le sommet d'une montagne sous-marine, un plateau où les roches de basalte abondaient avec des débris volcaniques. Aux époques géologiques de la Terre, ce mont avait peu à peu surgi des profondeurs du Pacifique sous l'action des feux souterrains. Mais depuis des siècles, le volcan était devenu une montagne paisible, et son cratère comblé, un îlot émergeant de la plaine liquide. Puis l'humus se forma, le règne végétal s'empara de cette terre nouvelle. Quelques baleiniers de passage y débarquèrent des animaux domestiques, chèvres et porcs, qui multiplièrent à l'état sauvage, et la nature se manifesta par ces trois règnes sur cette île perdue au milieu de l'océan. Lorsque les naufragés du Britannia s'y furent réfugiés, la main de l'homme vint régulariser les efforts de la nature. En 2 ans et demi, Harry Grant et ses matelots métamorphosèrent leur îlot. Plusieurs acres de terre, cultivés avec soin, produisaient des légumes d'une excellente qualité. Les visiteurs arrivèrent à la maison ombragée par des gommiers verdoyants. Devant ses fenêtres s'étendait la magnifique mer, étincelante aux rayons du soleil. Harry Grant fit mettre sa table à l'ombre des beaux arbres, et chacun y prit sa place. Un gigot de chevreau, du pain de nardou, quelques bols de lait, 2 ou 3 pieds de chicorée sauvage, une eau pure et fraîche formèrent les éléments de ce repas simple et digne de berger de l'Arcadie. Paganel était ravi. Ces vieilles idées de Robinson lui remontaient au cerveau. « Il ne sera pas à plaindre, ce coquin d'Ayrton !» s'écria-t-il dans son enthousiasme. « C'est un paradis que cet îlot. »« Oui, » répondit Harry Grant, « un paradis pour 3 pauvres naufragés que le ciel y garde. Mais je regrette que Maria Theresa n'ait pas été une île vaste et fertile, avec une rivière au lieu d'un ruisseau, et un port au lieu d'une anse battue par les flots du large. »« Et pourquoi, capitaine ?» demanda Glenarvan. « Parce que j'y aurais jeté les fondements de la colonie dont je veux doter l'Écosse dans le Pacifique. »« Ah, capitaine Grant, » dit Glenarvan, « vous n'avez donc point abandonné l'idée qui vous a rendu si populaire dans notre vieille patrie ?»« Non, milord, et Dieu ne m'a sauvé par vos mains que pour me permettre de l'accomplir. Il faut que nos pauvres frères de la vieille Calédonie, tous ceux qui souffrent, aient un refuge contre la misère sur une terre nouvelle. Il faut que notre chère patrie possède dans ses mers une colonie à elle, rien qu'à elle, où elle trouve un peu de cette indépendance et de ce bien-être qui lui manquent en Europe. »« Ah, cela est bien dit, capitaine Grant, » répondit lady Helena. « C'est un beau projet, et digne d'un grand cœur. Mais cet îlot... Non, madame, c'est un roc bon tout au plus à nourrir quelques colons, tandis qu'il nous faut une terre vaste et riche de tous les trésors des premiers âges. »« Eh bien, capitaine, » s'écria Glenarvan, « l'avenir est à nous, et cette terre, nous la chercherons ensemble. » Les mains d'Harry Grant et de Glenarvan se serrèrent dans une chaude étreinte, comme pour ratifier cette promesse. Puis, sur cette île même, dans cette humble maison, chacun voulut connaître l'histoire des naufragés du Britannia pendant ces 2 longues années d'abandon. Harry Grant s'empressa de satisfaire le désir de ses nouveaux amis. « Mon histoire, dit-il, est celle de tous les Robinson jetés sur une île, et qui, ne pouvant compter que sur Dieu et sur eux-mêmes, sentent qu'ils ont le devoir de disputer leur vie aux éléments. Ce fut pendant la nuit du 26 au 27 juin 1862 que le Britannia, désemparé par 6 jours de tempête, vint se briser sur les rochers de Maria Theresa. La mer était démontée, le sauvetage impossible, et tout mon malheureux équipage périt. Seuls mes 2 matelots, Bob Lears, Joe Bell et moi, nous parvînmes à gagner la côte après 20 tentatives infructueuses. La terre qui nous recueillit n'était qu'un îlot désert large de 2 milles, long de 5, avec une trentaine d'arbres à l'intérieur, quelques prairies, et une source d'eau fraîche qui fort heureusement ne tarit jamais. Seul avec mes 2 matelots, dans ce coin du monde, je ne désespérais pas.
Je mis ma confiance en Dieu, et je m'apprêtai à lutter résolument. Bob et Joe, mes braves compagnons d'infortune, mes amis, me secondèrent énergiquement. Nous commençâmes, comme le Robinson idéal de Daniel Defoe, notre modèle, par recueillir les épaves du navire, des outils, un peu de poudre, des armes, un sac de graines précieuses. Les premiers jours furent pénibles, mais bientôt la chasse et la pêche nous fournirent une nourriture assurée, car les chèvres sauvages pullulaient à l'intérieur de l'île, et les animaux marins abondaient sur ses côtes. Peu à peu, notre existence s'organisa régulièrement. Je connaissais exactement la situation de l'îlot par mes instruments que j'avais sauvés du naufrage. Ce relèvement nous plaçait hors de la route des navires, et nous ne pouvions être recueillis à moins d'un hasard providentiel. Tout en songeant à ceux qui m'étaient chers, et que je n'espérais plus revoir, j'acceptai courageusement cette épreuve, et le nom de mes 2 enfants se mêla chaque jour à mes prières. Cependant, nous travaillions résolument. Bientôt plusieurs acres de terre furent ensemencés avec les graines du Britannia. Les pommes de terre, la chicorée, l'oseille assainirent notre alimentation habituelle. Puis d'autres légumes encore. Nous prîmes quelques chevreaux qui s'apprivoisèrent facilement. Nous eûmes du lait, du beurre. Le nardou, qui croissait dans les criques desséchées, nous fournit une sorte de pain assez substantiel, et la vie matérielle ne nous inspira plus aucune crainte. Nous avions construit une maison de planches avec les débris du Britannia. Elle fut recouverte de toiles soigneusement goudronnées, et sous ce solide abri, la saison des pluies se passa heureusement. Là furent discutés bien des plans, bien des rêves, dont le meilleur vient de se réaliser. J'avais d'abord eu l'idée d'affronter la mer sur un canot fait avec les épaves du navire, mais 1500 milles nous séparaient de la terre la plus proche, c'est-à-dire des îles de l'archipel Pomotou. Aucune embarcation n'eût résisté à une traversée si longue. Aussi j'y renonçai, et je n'attendis plus mon salut que d'une intervention divine. Ah, mes pauvres enfants! Que de fois, du haut des rocs de la côte, nous avons guetté des navires au large. Pendant tout le temps que dura notre exil, 2 ou 3 voiles seulement apparurent à l'horizon, mais pour disparaître aussitôt. 2 ans et demi se passèrent ainsi. Nous n'espérions plus. Mais nous ne désespérions pas encore. Enfin, la veille de ce jour, j'étais monté sur le plus haut sommet de l'île, quand j'aperçus une légère fumée dans l'ouest. Elle grandit. Bientôt un navire devint visible à mes yeux. Il semblait se diriger vers nous. Mais n'éviterait-il pas cet îlot qui ne lui offrait aucun point de relâche? Ah, quelle journée d'angoisse! Et comment mon cœur ne s'est-il pas brisé dans ma poitrine! Mes compagnons allumèrent un feu sur un des pics de Maria Teresa. La nuit vint, mais le yacht ne fit aucun signal de reconnaissance. Le salut était là, cependant. Allions-nous donc le voir s'évanouir? Je n'hésitai plus. L'ombre s'accroissait. Le navire pouvait doubler l'île pendant la nuit. Je me jetai à la mer et me dirigeai vers lui. L'espoir triplait mes forces. Je fendais les lames avec une vigueur surhumaine. J'approchai du yacht, et 30 brasses m'en séparaient à peine quand il vira de bord. Alors je poussai ces cris désespérés que mes 2 enfants furent seuls à entendre, et qui n'avaient point été une illusion. Puis je revins au rivage, épuisé, vaincu par l'émotion et la fatigue. Mes 2 matelots me recueillirent à demi-mort. Ce fut une nuit horrible que cette dernière nuit que nous passâmes dans l'île, et nous nous croyions pour jamais abandonnés quand, le jour venu, j'aperçus le yacht qui courait des bordées sous petite vapeur. Votre canot fut mis à la mer. Nous étions sauvés, et, divine bonté du ciel, mes enfants, mes chers enfants étaient là, qui me tendaient les bras. Le récit d'Harry Grant s'acheva au milieu des baisers et des caresses de Marie et de Robert. Et ce fut alors seulement que le capitaine apprit qu'il devait son salut à ce document passablement hiéroglyphique que, 8 jours après son naufrage, il avait enfermé dans une bouteille et confié aux caprices des flots. Mais que pensait Jacques Paganel pendant le récit du capitaine Grant? Le digne géographe retournait une 1000e fois dans son cerveau les mots du document. Il repassait ces 3 interprétations successives, fausses toutes 3. Comment cette île Maria Teresa était-elle donc indiquée sur ces papiers rongés par la mer? Paganel n'y tint plus, et saisissant la main d'Harry Grant, « Capitaine, s'écria-t-il, me direz-vous enfin ce que contenait votre indéchiffrable document? » À cette demande du géographe, la curiosité fut générale,
car le mot de l'énigme, cherché depuis 9 mois, allait être prononcé. « Eh bien, capitaine, demanda Paganel, vous souvenez-vous des termes précis du document? Exactement, répondit Harry Grant, et pas un jour ne s'est écoulé sans que ma mémoire ne m'ait rappelé ces mots auxquels se rattachait notre seul espoir. Et quels sont-ils, capitaine? Demanda Glenarvan. Parlez, car notre amour-propre est piqué au vif. Je suis prêt à vous satisfaire, répondit Harry Grant, mais vous savez que, pour multiplier les chances de salut, j'avais renfermé dans la bouteille 3 documents écrits en 3 langues. Lequel désirez-vous connaître? Ils ne sont donc pas identiques? S'écria Paganel. Si, à un nom près. Eh bien, citez le document français, reprit Glenarvan. C'est celui que les flots ont le plus respecté, et il a principalement servi de base à nos interprétations. Milord, le voici mot pour mot, répondit Harry Grant. Le 27 juin 1862, le 3 mâts Britannia de Glasgow s'est perdu à 1500 lieues de la Patagonie, dans l'hémisphère austral. Portés à terre, 2 matelots et le capitaine Grant ont atteint l'île Tabor. Hein? Fit Paganel. Là, reprit Harry Grant, continuellement en proie à une cruelle indigence, ils ont jeté ce document par 15° 3' de longitude et 37° 11' de latitude. Venez à leur secours, ou ils sont perdus. À ce nom de Tabor, Paganel s'était levé brusquement. Puis, ne se contenant plus, il s'écria « Comment l'île Tabor? Mais c'est l'île Maria-Thérésa » Sans doute, monsieur Paganel, répondit Harry Grant. Maria-Thérésa sur les cartes anglaises et allemandes, mais Tabor sur les cartes françaises. À cet instant, un formidable coup de poing atteignit l'épaule de Paganel, qui plia sous le choc. La vérité oblige à dire qu'il lui fut adressé par le major, manquant pour la première fois à ses graves habitudes de convenance. « Géographe !» dit Mac Nabbs avec le ton du plus profond mépris. Mais Paganel n'avait même pas senti la main du major. Qu'était-ce auprès du coup géographique qui l'accablait? Ainsi donc, comme il l'apprit au capitaine Grant, il s'était peu à peu rapproché de la vérité. Il avait déchiffré presque entièrement l'indéchiffrable document. Tour à tour, les noms de la Patagonie, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande lui étaient apparus avec une irrécusable certitude. Cotin, d'abord continent, avait peu à peu repris sa véritable signification de continuel. Indi avait successivement signifié indien, indigène, puis enfin indigence, son sens vrai. Seul le mot rongé abord avait trompé la sagacité du géographe. Paganel en avait fait obstinément le radical du verbe aborder, quand c'était le nom propre, le nom français de l'île Tabor, de l'île qui servait de refuge aux naufragés du Britannia. Erreur difficile à éviter cependant, puisque les planisphères du Duncan donnaient à cet îlot le nom de Maria-Thérésa. « Il n'importe » s'écria Paganel, s'arrachant les cheveux. « Je n'aurais pas dû oublier cette double appellation. C'est une faute impardonnable, une erreur indigne d'un secrétaire de la Société de géographie. Je suis déshonoré. »« Mais, monsieur Paganel, dit lady Helena, modérez votre douleur. »« Non, madame, non, je suis un âne. »« Et pas même un âne savant, » répondit le major en manière de consolation. Lorsque le repas fut terminé, Harry Grant remit toutes choses en ordre dans sa maison. Il n'emporta rien, voulant que le coupable héritât des richesses de l'honnête homme. On revint à bord. Glenarvan comptait partir le jour même et donna ses ordres pour le débarquement du quartier-maître. Ayrton fut amené sur la dunette et se trouva en présence d'Harry Grant. « C'est moi, Ayrton, » dit Grant. « C'est vous, capitaine ?» répondit Ayrton sans marquer aucun étonnement de retrouver Harry Grant. « Eh bien, je ne suis pas fâché de vous revoir en bonne santé. »« Il paraît, Ayrton, que j'ai fait une faute en vous débarquant sur une terre habitée. »« Il paraît, capitaine. »« Vous allez me remplacer sur cette île déserte. Puisse le ciel vous inspirer le repentir. »« Ainsi soit-il, » répondit Ayrton d'un ton calme. Puis Glenarvan, s'adressant au quartier-maître, lui dit « Vous persistez, Ayrton, dans cette résolution d'être abandonné ?»« Oui, milord. »« L'île Tabor vous convient ?»« Parfaitement. »« Maintenant, écoutez mes dernières paroles, Ayrton. Ici, vous serez éloigné de toute terre et sans communication possible avec vos semblables. Les miracles sont rares,
et vous ne pourrez fuir cet îlot où le Duncan vous laisse. Vous serez seul, sous l'œil d'un Dieu qui lit au plus profond des cœurs, mais vous ne serez ni perdu, ni ignoré, comme fut le capitaine Grant. Si indigne que vous soyez du souvenir des hommes, les hommes se souviendront de vous. Je sais où vous êtes, Ayrton. Je sais où vous trouvez. Je ne l'oublierai jamais. Dieu conserve votre honneur, répondit simplement Ayrton. Telles furent les dernières paroles échangées entre Glenarvan et le quartier-maître. Le canot était prêt. Ayrton y descendit. John Mangles avait d'avance fait transporter dans l'île quelques caisses d'aliments conservés, des outils, des armes et un approvisionnement de poudre et de plomb. Le quartier-maître pouvait donc se régénérer par le travail. Rien ne lui manquait, pas même des livres, et entre autres la Bible, si chère aux cœurs anglais. L'heure de la séparation était venue. L'équipage et les passagers se tenaient sur le pont. Plus d'un se sentait l'âme serrée. Mary Grant et lady Helena ne pouvaient contenir leur émotion. « Il le faut donc ?» demanda la jeune fille à son mari. « Il faut donc que ce malheureux soit abandonné ?»« Il le faut, Helena, » répondit lord Glenarvan. « C'est l'expiation. » En ce moment, le canot, commandé par John Mangles, déborda. Ayrton, debout, toujours impassible, ôta son chapeau et salua gravement. Glenarvan se découvrit, avec lui tout l'équipage, comme on fait devant un homme qui va mourir, et l'embarcation s'éloigna au milieu d'un profond silence. Ayrton, arrivé à terre, sauta sur le sable, et le canot revint à bord. Il était alors 4 heures du soir, et du haut de la dunette, les passagers purent voir le quartier-maître, les bras croisés, immobile comme une statue sur un roc, et regardant le navire. « Nous partons, milord ?» demanda John Mangles. « Oui, John, » répondit vivement Glenarvan, plus ému qu'il ne voulait le paraître. « Go ahead !» cria John à l'ingénieur. La vapeur siffla dans ses conduits. L'hélice battit les flots, et à 8 heures, les derniers sommets de l'île Tabor disparaissaient dans les ombres de la nuit. Section numéro 70 de Les enfants du capitaine Grant. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet et pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphane à Toulouse. Les enfants du capitaine Grant par Jules Verne. Partie 3, chapitre 22. La dernière distraction de Jacques Paganel. Le Duncan, 11 jours après avoir quitté l'île, le 18 mars, eut connaissance de la côte américaine, et le lendemain il mouilla dans la baie de Talcahuano. Il y revenait après un voyage de 5 mois, pendant lequel, suivant rigoureusement la ligne du 37e parallèle, il avait fait le tour du monde. Les passagers de cette mémorable expédition, sans précédent dans les annales du Travelers Club, venaient de traverser le Chili, les Pampas, la République argentine, l'Atlantique, les îles d'Acunha, l'océan Indien, les îles Amsterdam, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'île Tabor et le Pacifique. Leurs efforts n'avaient point été stériles, et ils rapatriaient les naufragés du Britannia. Pas un de ces braves Écossais, partis à la voix de leur laird, ne manquait à l'appel. Tous revenaient à leur vieille Écosse, et cette expédition rappelait la bataille sans larmes de l'histoire ancienne. Le Duncan, son ravitaillement terminé, prolongea les côtes de la Patagonie, doubla le Cap Horn, et courut à travers l'océan Atlantique. Nul voyage ne fut moins incidenté. Le yacht emportait dans ses flancs une cargaison de bonheur. Il n'y avait plus de secret à bord, pas même les sentiments de John Mangles pour Mary Grant. Si, cependant, un mystère intriguait encore Mac Nabbs. Pourquoi Paganel demeurait-il toujours hermétiquement renfermé dans ses habits et encravaté au fond d'un cache-nez qui lui montait jusqu'aux oreilles? Le major grillait de connaître le motif de cette singulière manie. Mais c'est le cas de dire que malgré les interrogations, les allusions, les soupçons de Mac Nabbs, Paganel ne se déboutonna pas. Non, pas même quand le Duncan passa la ligne et que les coutures du pont fondirent sous une chaleur de 50 degrés. « Il est si distrait qu'il se croit à Saint-Pétersbourg, » disait le major, en voyant le géographe enveloppé d'une vaste houppelande, comme si le mercure eût été gelé dans le thermomètre.
Enfin, le 9 mai, 53 jours après avoir quitté Talcahuano, John Mangles releva les feux de Cap Clear. Le yacht embouqua le canal Saint-Georges, traversa la mer d'Irlande et, le 10 mai, il donna dans le golfe de la Clyde. À 11 heures, il mouillait à Dumbarton. À 2 heures du soir, ses passagers entraient à Malcolm Castle, au milieu des hurrahs des Highlanders. Il était donc écrit qu'Harry Grant et ses 2 compagnons seraient sauvés, que John Mangles épouserait Mary Grant dans la vieille cathédrale de Saint-Mungo, où le révérend Merton, après avoir prié 9 mois auparavant pour le salut du père, bénit le mariage de sa fille et de son sauveur. Il était donc écrit que Robert serait marin, comme Harry Grant, marin comme John Mangles, et qu'il reprendrait avec eux les grands projets du capitaine, sous la haute protection de Lord Glenarvan. Mais était-il écrit que Jacques Paganel ne mourrait pas garçon? Probablement. En effet, le savant géographe, après ses héroïques exploits, ne pouvait échapper à la célébrité. Ses distractions firent fureur dans le grand monde écossais. On se l'arrachait, et il ne suffisait plus aux politesses dont il fut l'objet. Et ce fut alors qu'une aimable demoiselle de 30 ans, rien de moins que la cousine du major McNabbs, un peu excentrique elle-même, mais bonne et charmante encore, s'éprit des singularités du géographe et lui offrit sa main. Il y avait 1 million dedans, mais on évita d'en parler. Paganel était loin d'être insensible aux sentiments de Miss Arabella. Cependant, il n'osait se prononcer. Ce fut le major qui s'entremit entre ces 2 cœurs faits l'un pour l'autre. Il dit même à Paganel que le mariage était la dernière distraction qu'il pût se permettre. Grand embarras de Paganel, qui par une étrange singularité ne se décidait pas à articuler le mot fatal. « Est-ce que Miss Arabella ne vous plaît pas ?» lui demandait sans cesse McNabbs. « Oh, major, elle est charmante !» s'écria Paganel. « 1000 fois trop charmante. Et s'il faut tout vous dire, il me plairait davantage qu'elle le fût moins. Je lui voudrais un défaut. »« Ah, soyez tranquille, répondit le major, elle en possède et plus d'un. La femme la plus parfaite en a toujours son contingent. Ainsi Paganel laisse décider. »« Oh, je n'ose, reprenait Paganel. Voyons, mon savant ami, pourquoi hésitez-vous? Je suis indigne de Miss Arabella, répondait invariablement le géographe, et il ne sortait pas de là. Enfin, mis un jour au pied du mur par l'intraitable major, il finit par lui confier, sous le sceau du secret, une particularité qui devait faciliter son signalement si jamais la police se mettait à ses trousses. « Oh bah !» s'écria le major. « Mais c'est comme je vous dis, répliqua Paganel. Mais qu'importe, mon digne ami, vous croyez? Au contraire, vous n'en êtes que plus singulier. Cela ajoute à vos mérites personnels. Cela fait de vous l'homme sans pareil rêvé par Arabella. » Et le major, gardant un imperturbable sérieux, laissa Paganel en proie aux plus poignantes inquiétudes. Un court entretien eut lieu entre McNabbs et Miss Arabella. Et 15 jours après, un mariage se célébrait à grand fracas dans la chapelle de Malcolm Castle. Paganel était magnifique, mais hermétiquement boutonné, et Miss Arabella splendide. Et ce secret du géographe fut toujours resté enseveli dans les abîmes de l'inconnu, si le major n'en eût parlé à Glenarvan, qui ne le cacha point à Lady Helena, qui en dit un mot à Mistress Mangles. Bref, ce secret parvint aux oreilles de Mistress Olbinett, et il éclata. Jacques Paganel, pendant ses 3 jours de captivité chez les Maoris, avait été tatoué, mais tatoué des pieds aux épaules, et il portait sur sa poitrine l'image d'un kiwi héraldique, aux ailes déployées, qui lui mordait le cœur. Ce fut la seule aventure de son grand voyage dont Paganel ne se consola jamais, et qu'il ne pardonna pas à la Nouvelle-Zélande. Ce fut aussi ce qui, malgré bien des sollicitations et malgré ses regrets, l'empêcha de retourner en France. Il eut craint d'exposer toute la société de géographie dans sa personne aux plaisanteries des caricaturistes et des petits journaux, en lui ramenant un secrétaire fraîchement tatoué. Le retour du capitaine en Écosse fut salué comme un événement national, et Harry Grant devint l'homme le plus populaire de la vieille Calédonie. Son fils Robert s'est fait marin comme lui, marin comme le capitaine John, et c'est sous les auspices de Lord Glenarvan qu'il a repris le projet de fonder une colonie écossaise dans les mers du Pacifique.